Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Fringale. J'espère que vous allez bien. Ça y est, elle est là, l'émission centrale, la preview centrale du Tour de France, celle où on va déterminer qui sera le potentiel vainqueur. Alors vous le savez, on est toujours un petit peu au doigt mouillé ici et les pronostics ne sont pas toujours les plus affûtés, mais malgré tout on va pouvoir vous donner notre avis. Et pour m'accompagner ce soir sur cette preview reine, on peut le dire, pour le Tour, bah voilà, c'est le briscard, c'est le capitaine de route, c'est celui qui est là depuis toujours, il a plein de surnoms, des paires d'ossards, enfin voilà, ça ne s'arrête pas, c'est Adri les gros mollets. Salut Adri, comment vas-tu ? Salut la Torne, bonjour à tout le monde. Bah écoute, ça va, pleine forme et je suis super content de refaire une émission avec toi parce que ça faisait quand même un petit moment et bah voilà, ça rappelle le bon vieux temps des débuts de Radio Fringale. Tu veux dire que comme une victoire française sur le Tour de France, on n'en est pas à ce point-là quand même, hein. Et puis voilà, parce que celle-là on risque de l'attendre encore un petit moment, mais voilà, du coup très content forcément de parler de l'événement de l'année, hein, le Tour de France, et puis voilà, on devrait comme d'habitude se régaler avec un parcours qui devrait nous tenir pas mal en haleine quand même, donc ouais, du coup hyper content. Et que serait cette émission sans notre crossman international, la caution néerlandaise, apparemment un vrai pays de vélo, pour nous accompagner ce soir, c'est Loïc. Salut Lolo, comment ça va ? Bah, ça va super. Je suis toujours au milieu de l'océan, du coup, j'espère que la preview sera quand même de qualité correcte. Mais on va dire qu'il y a pire vu pour parler du Tour de France, qui est quand même, comme tu dis, l'événement de l'année. J'ai tellement hâte, tu sais pas à quel point. Alors au milieu de l'océan, est-ce que tu peux nous faire baver un tout petit peu plus ? Parce que peut-être que tu vas pas faire baver les gens au niveau de ton son dans leurs oreilles, mais je pense que la vue que t'as devant toi aujourd'hui rattrape le son largement. Là, pour l'instant, je suis au bord d'une île déserte dans le golfe du Mexique avec des tortues autour de moi. Je pêche et vis la belle vie avec du télétravail. Donc, c'est plutôt sympa. Le projet de recherche sur l'énergie qui est passé en renouvelable, full renouvelable sur le bateau. Et on a Internet au milieu de l'océan, donc vive la technologie. Donc, je peux regarder le vélo même à l'autre bout du monde, au milieu de l'océan, des poissons. C'est magnifique. Ouais, c'est pas mal, hein, quand même. C'est pas mal. Alors que nous, on a presque la même chose dans l'est de la France, nous. Dans notre territoire de Belfort. Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais chez nous, il fait beau, il fait frais. Écoute, si tu cherches un endroit où il fait bon vivre, Loïc, je te conseille de venir vers chez nous. Voilà, laisse tomber la Bretagne, tous ces trucs-là. Viens dans l'est. Viens dans l'est avec les vrais. Voilà. J'irai faire un petit tour pour voir à quoi ça ressemble. T'iras grimper avec Adri, histoire de souffrir un peu dans sa roue. C'est un rite de passage. Ok, du coup, le rite de la souffrance, c'est ça ? Je suis pas sûr de faire souffrir Loïc quand même. En tout cas, ce sera un beau challenge. Ou alors faut qu'il reste longtemps sur le bateau pour qu'il se désentraîne assez. Et comme ça, peut-être. Ouais, là, ça fait un moment que je me suis pas entraîné. Hein. Ça fait depuis que je suis arrivé. Là, je pense que tu peux me taper. Là, direct quand tu rentres, tu viens. À la sortie de l'aéroport avec le décalage horaire. On n'attend pas. Alors, messieurs. Non. On parle d'un duel au sommet chez Radio Fringale, mais là dans quelques jours, maintenant j'allais dire dans quelques semaines, mais dans quelques jours, on a un autre duel au sommet qui va se passer. Aujourd'hui, on va discuter de qui va gagner le Tour de France. Alors messieurs, j'ai un petit peu réfléchi à comment l'émission allait se présenter et je vous propose le programme suivant. Donc là, vous allez faire comme si vous le connaissiez pas à l'avance. Je vous propose qu'on se concentre un peu sur un duel. Ce duel, c'est Ben O'Connor et Félix Gall. Voilà, je pense que c'est un peu le point central sur lequel voilà. Moi, je pense que ne pas mettre Enric Mas dans le duel, c'est un peu abusé de ta part. Ça deviendrait une truelle, du coup. Ouais, je pense. je pense que l'équipe Décathlon va surdominer ce Tour de France. Je vois personne d'autre gagner, quoi. Ah bah, de toute façon, au vu des critiques qu'on a pu avoir sur certaines de nos émissions, au vu de notre niveau d'expertise, je pense qu'on peut s'arrêter là. On a donné le meilleur de nous-mêmes. Ouais, ce soir, autant partir là-dessus. Hein. Allez, bisous. Ouais, ça me plaît pas mal. Non, allez, salut. Bien évidemment. Bon, du coup, Eric Mas... Vas-y. Eric Mas qui gagne le Tour de France, tu penses ? C'est ça. Vous l'avez de l'expert. Adri nous l'a déjà annoncé il y a 2 ans, donc après tout, ce que serait pas son année.
C'était pas il y a 3 ans quand même. Ouais, c'était il y a 3 ans. T'as raison. Ouais, quand même, ça date. Hein. Non, messieurs, on va se reconcentrer parce que voilà, on s'est dit en off tout à l'heure, ouais, les gars, faut faire moins d'1 heure et tout. Moi, je vous ai mis un peu la pression au niveau timing parce qu'il faut que ça rentre dans l'algorithme YouTube, vous connaissez. Et là, c'est moi qui fais des digressions pas possibles. Non, revenons sur ce qui nous intéresse. Un Slovène, un Danois. Je crois que c'est un peu le duo de l'été depuis plusieurs années maintenant. Hein. On se régale, on s'en lasse pas. Alors, le Slovène a changé d'une année sur l'autre, mais après... Il y en a qui l'ont pas cité dans les favoris pendant une preview alors qu'ils gagnent le Tour de France après. Mais ah ouais, mais je sais pas qui c'est. Ah bah alors ça, c'est certainement une chaîne de mecs qui s'y connaissent rien en vélo. Hein. Oh là là, pouh. Ah, ouais. Attends, tu veux dire qu'ils auraient cité Henrik Mas en tant que vainqueur potentiel et pas Jonas il y a 3 ans? Non, arrête. Peut-être, ouais, je sais pas, je suis pas sûr. Ah, on nous le rappelle encore. Alors messieurs, pour ce duel, je vous propose qu'on se fixe sur 3 points. Et oui, vous allez devoir vous mouiller car il faudra donner à chaque fois l'avantage à l'un ou à l'autre et à la fin forcément un avantage final. On va se fixer sur le parcours. Est-ce que c'est plutôt pour Jonas? Est-ce que c'est plutôt pour Tadej? Les équipes. Qui a la meilleure équipe? On sait qu'un tour, ça se gagne pas tout seul, que les stratégies d'équipe existent encore. Hein. CF Simon Yates et l'ami Wout lors du dernier Giro. Et puis la forme du moment pour terminer. Ou plus que la forme du moment, la forme générale. Enfin, il y en a un, je sais pas trop si on peut dire du moment sur les deux, donc on va dire la forme, voilà, le feeling, ce qu'on en pense. Et puis bien évidemment, on mettra pas une note, car je connais ici quelqu'un qui a une allergie aux notes, mais on dira à la fin, si on voit plutôt l'un ou plutôt l'autre gagner. On fera un pronostic. Et puis pour terminer, on passera par, et un nouvel anglicisme, ouvrez bien vos oreilles, un petit passage par des fire boulettes. J'ai bien dit fire boulettes et pas boule de feu. Voilà. Donc des petites fire boulettes où je vous donnerai des noms. Des abonnés là, c'est pas possible. Je vous donnerai des noms comme ça à la volée. Et puis vous répondrez, voilà, si vous pensez que oui, ça peut aller chercher la 3e place. Non, ça peut pas, etc., etc. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs? Oui, bien sûr. Après. Alors, si vous avez été attentif par ce qui s'est fait sur Radio Fringale ces derniers mois, voire ces dernières semaines, vous connaissez certainement tout du parcours qui a été détaillé une première fois lors de sa sortie par Titien et moi-même. Et lors de notre dernière émission, l'étape où tout va se jouer, où on a quand même parlé d'étapes cruciales dans lesquelles certains d'un des deux favoris, pourraient tout perdre ou tout gagner. Messieurs, Adri, je te propose de commencer. Qu'est-ce que tu penses de ce parcours? Avantage Jonas, avantage Tadej. Alors le parcours, il y a plusieurs choses. Il y a notamment une première semaine qui est un début de tour qui est quand même pour moi plutôt à l'avantage de Pogačar avec ses étapes. On est presque sur des petites classiques, c'est vallonné chaque jour et bon, il n'y a pas besoin de rappeler un petit peu le palmarès et les qualités de Pogačar sur ce terrain-là. Sur des trucs très explosifs, il est quasiment intouchable, ou alors on le verra peut-être en duel avec Van Der Poel sur certaines étapes. Donc ça lui permettrait, selon moi, de prendre un avantage. Il y a aussi une 5e étape autour de Caen, qui est un contre-la-montre individuel de 33 km, et là, on a vu quand même sur le Dauphiné qu'au niveau contre-la-montre, Pogačar avait un petit peu de retard sur Vingegaard. Alors, est-ce qu'il aura comblé tout ça? Je ne sais pas. En tout cas, pour moi, là, avantage aux Danois. Donc, ça peut permettre d'avoir une première semaine équilibrée, parce que sur les étapes de puncher, Vingegaard ne devrait pas non plus lâcher des minutes et des minutes. Et voilà, après, ensuite, arrivera une deuxième partie de tour qui sera quand même beaucoup plus montagneuse. Et là, on arrive à... Il y a plusieurs endroits en fait où on va passer, où Pogačar s'est fait battre par le passé. C'est la montée à Hautacam, où il s'est quand même fait lâcher par Wout van Aert. À mon avis, il aura à cœur d'aller gagner là-bas. Et puis également une arrivée au col de la Lose, où on se souvient de sa fringale le lendemain du contre-la-montre de Combloux et de sa défaite face aux Danois. Et on l'a vu sur le Dauphiné, hein, quand c'est dans des endroits comme ça où il a perdu par le passé, il aime bien remettre les pendules à l'heure. Et sur ces étapes-là, je pense que c'est des trucs qu'il aura coché. Et plus que le parcours en lui-même, c'est le fait de... Voilà, moi je vois quelque chose dans le fait de revenir sur des endroits où il s'est fait battre, voire où il s'est fait éclater. Il y en a pas tant que ça, et à mon avis, il voudra laver l'affront. Donc voilà. Après, je laisse Loïc dire un petit peu ce qu'il en pense avant d'aller plus loin.
Bah, sur le début de parcours, je te suis parfaitement. Je pense que Pogacar va aller chercher des secondes, va aller chercher je pense qu'il va aller gagner quelques petites étapes où va s'évalonner, comme en Normandie, sur la petite suite normande. On aura des étapes où ça va monter, mais un tout petit peu, donc type classique. Et la première partie de Tour de France, elle est parfaite pour Pogacar pour aller juste grappiller des secondes et après sur le contre-la-montre. Sur un contre-la-montre plat, je suis pas sûr qu'il y ait une énorme différence entre les deux. Euh, Moi, je vois que le duel vraiment commencer seulement à partir de la 10e étape, en fait, à partir de l'étape du Puy de Sancy. Et bah, je trouve que les débuts, même s'il a perdu sur ces étapes et je pense qu'il revient à la revanchard, je pense que c'est vraiment c'est des montagnes qui sont plus faites pour Pogacar avec des pourcentages qui sont pas non plus, enfin, qui sont très importants, mais qui sont un peu moins importants que ce qu'on peut voir, par exemple, dans les Alpes sur la fin du Tour, où je pense qu'il va pouvoir prendre un peu je pense qu'il va prendre un peu l'avantage sur ce début de Tour et sur la fin du Tour, avec, par exemple, les étapes du Mont Ventoux ou l'étape du col de la Lose. Je trouve que c'est plus pour un Vingegaard, en fait, où il y a vraiment des trucs où c'est usant, ça monte tout le temps et à l'usure, je pense que à l'attaque, Pogacar est tellement plus explosif que Vingegaard qu'il n'y a pas grand chose à faire. Mais à l'usure, je pense que Vingegaard peut vraiment être très très fort et je le vois vraiment être fort sur ce genre d'étape. Après, au vu comme il n'a pas couru cette année, c'est compliqué aussi de voir s'il va être vraiment fort sur ces étapes de long cours, en fait. Et sur les contre-la-montre, je trouve que Vingegaard a montré pas mal de choses sur le Dauphiné, mais Pogacar, sur le papier, est plus fort. Ok. Pour moi, messieurs, je Après, vais. il y a aussi, Ouais, pardon, vas-y. il y a juste l'étape finale où il y a, s'il a joué à quelques secondes, tu vois, sur un scénario rêvé, s'il y a 10 secondes d'écart, on verra des attaques de Pogacar sur la montée de Montmartre, et ça serait plutôt sympa aussi. Ok. Moi, je vais vraiment essayer de me baser. Bah, on l'a tous fait, mais je dis ça plus pour les gens qui regardent, qui pourraient dire non, mais cette année, Pogacar il est vraiment plus fort et tout. En fait, monter, pas monter, on s'en fout. J'essaye juste de me baser sur factuellement, plus comme tu disais, Adri, ce qui a souri par le passé à Pogacar ou pas, et les qualités intrinsèques des deux quand ils sont à 100%. Enfin, voilà quoi. Moi, j'ai l'impression quand même que ce parcours de Tour, il ressemble à un traquenard pour Tadej Pogacar. Oui, avec une première semaine qui lui correspond mieux, mais en même temps, et on en parlera après avec les équipes, je pense qu'avec une équipe qui te protège bien et tout, enfin voilà, Vingegaard, c'est pas le perdreau de l'année non plus, je le vois pas perdre 2 minutes, enfin, ou perdre complètement le Tour, il n'y a pas de pavé, enfin, voilà, je pense que c'est clairement gérable, qu'il a l'expérience et les gars autour, donc cette première semaine, je la vois pas si difficile et je pense pas que le Tour va se gagner là. Par contre, sur la suite, en effet, c'est un peu, on a mis les pires cauchemars de Pogacar, on les a mis tous ensemble, on les a secoués, enfin pire cauchemar, ou endroit où il a pu avoir de la faiblesse. Et puis voilà, on en a fait quelque chose dans lequel, face auquel il pourrait avoir des défaillances. Donc j'aurais tendance à dire comme ça quand je vois le parcours, et notamment quand je pense, j'en ai déjà parlé dans l'étape où tu vas jouer, mais le Ventoux, c'est là qu'on l'avait vu avoir une première défaillance en tant que ultime leader face à Vingegaard. Défaillance. Mais Il s'est fait lâcher, quoi. Défaillance, bah oui, mais à l'époque, Pogacar qui se faisait lâcher, et encore plus par un mec comme Vingegaard, c'était un peu impensable, quoi. Et le début du tour qu'il avait fait et tout, c'était impensable qu'il craque. D'ailleurs, on a lu dans les commentaires, je trouvais ça intéressant, les gens qui avaient dit, ouais, mais il avait fait exprès, parce qu'il voulait pas trop écraser la concu, gna gna machin, et qu'à l'époque, on savait pas trop, puis finalement, on a vu que derrière, non, Pogacar, il pouvait être battu, et que le mec qui pouvait le battre sur 3 semaines dans un grand tour, il s'appelle Jonas Vingegaard, et spoiler, il sera au départ de ce tour-là, et on repasse par des endroits où il lui a déjà mis quand même, bah comme tu disais Adri, c'est pas juste, alors oui, dans le Ventoux, c'était peut-être une micro-défaillance, en revanche, la montée à Hautacam / la montée à la Lose, ça a jamais vraiment réussi à Pogacar, en plus, hein, même quand il l'avait monté l'année où il gagne son premier Tour de France, ça avait pas été ultra folichon pour lui cette montée-là, je pense réellement il s'était fait larguer par Roglic, ouais, donc je pense réellement que vraiment on est sur un parcours. Je pense que ça fait vraiment 2 ans aussi, enfin ça va faire 2 ans qu'on voit pas un Vingegaard avec une préparation parfaite. Et est-ce qu'un
est-ce qu'un Vingegaard sans préparation parfaite peut gagner contre Poggi, en fait? C'est ça la question qu'il faut se poser aussi. Ça, pour moi, ce sera plus dans un troisième temps quand on parlera des formes, tu vois. Là, si je regarde le parcours comme il a été fait, en imaginant les deux à 100%, j'ai l'impression que quand même, on a un parcours qui, pour moi, est plutôt à l'avantage de Jonas Vingegaard. Donc, messieurs, si je dois donner une petite conclusion sur cette partie, le parcours, notamment pour la Lose, notamment pour la montée à Hautacam, notamment pour le fait de repasser par des endroits où il a été très fort, puis même si je me fixe sur le dernier chrono dans lesquels ils sont affrontés, alors pas celui de l'an passé, mais l'an passé, la prépa était vraiment tronquée pour Vingegaard. Là, on a un chrono en montagne, un chrono de presque 10 bornes en montagne, ça monte tout droit, ça s'arrête pas là. Pour moi, ce chrono, il est clairement avantage Vingegaard aussi. Quand je regarde les deux, leur capacité à être bon. Donc ouais, moi je donne avantage Vingegaard sur ce parcours et je veux bien votre avis, messieurs. Il y a un petit truc, un petit warning pour Pogačar, c'est en fait la première semaine, t'as vite fait de perdre beaucoup d'énergie. En fonction de comment tu cours, si t'as une stratégie qui est offensive, ça peut vraiment coûter pas mal de force et qui peuvent être utiles pour la fin de tour. Et ça peut être un petit piège. Alors, faut essayer de chercher un petit peu des trucs où Pogačar peut avoir des petites failles, mais ça pourrait être là-dedans, ou si il enchaîne les attaques et qu'il y va. Je pense que Vingegaard, il va être beaucoup plus sur la réserve, à suivre, comme il a l'habitude de le faire sur ce genre d'étape, parce que c'est pas son terrain favori. Et ça peut, pourquoi pas, peser dans la balance sur Ouais, mais sur des attaques répétées, Vingegaard, il peut vraiment sauter. Alors que je pense que il peut aller gagner 20-30 secondes sur quelques étapes, tu vois. Ouais, mais après, si c'est pour exploser dans le col de la Lose, c'est pas 20 Ouais, là, tu secondes perds 3 minutes, quoi, ouais. tu vois. Ouais. C'est le petit risque. Après, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu craquer comme ça. C'était d'ailleurs là-bas la dernière fois, donc c'est voilà. Après, enfin, je trouve ça dur aussi. On en parlera après, mais de dissocier, de prendre que le parcours uniquement sans prendre en compte les équipes et la forme. C'est d'ailleurs pour ça qu'on le fera après. Parce que pour moi, le Vingegaard de cette année, ce qu'on a vu sur le Dauphiné, il est bien moins bon grimpeur, tout simplement, que Pogačar. Donc ça semble compliqué dès qu'il y a de la montagne, quoi. Je trouve que sur ce parcours, le début est fait pour Pogačar, mais sur la fin, si on voit un Vingegaard bon grimpeur, comme on l'a vu sur les années précédentes, c'est un parcours qui a été fait pour casser Pogačar, j'ai l'impression. Bon, moi, je donne l'avantage Vingegaard. Adri, arrête de te planquer. Oh bah. Arrête de te planquer derrière une Non, avantage Pogačar. Sur le parcours? Ok. Ouais. Ah ouais, avantage Pogačar pour toi, ok. Ouais, mais moi, je suis sûr qu'en fait, il se dit Hautacam, Van Aert, il m'a lâché, je l'ai détruit. Col de la Lose, je l'ai détruit. Enfin, vu comment sa réaction, vu son attitude sur l'étape de Combloux, moi, je pense qu'il va les éclater sur cette étape. Ok, très bien. Ok. Donc Pogačar vraiment revanchard, quoi. Ouais. On passe au round 2, messieurs, et le round 2, on va parler des équipes. Alors les équipes qui normalement sont arrêtées pour ces deux formations-là, ce qui n'est pas forcément le cas pour les autres formations. Il y en a même certaines qui n'ont pas donné grand monde encore. Lolo, est-ce que tu te lances? Avantage à qui sur ce Tour de France au niveau des équipes? Moi je trouve que de ce qu'on a vu, des équipiers qu'il y a, je trouve que Yates, il a vraiment beaucoup baissé en niveau. Alors attends, il faut que tu nous dises quel Yates. Lequel? Parce que les deux sont là. Et les deux sont pas dans la même dynamique. Quand même, c'est Adam on a vu un Adam Yates qui montait sur le podium du Tour de France il y a quelques années. On le voyait extrêmement fort tout le temps, et je trouve que au vu du Giro, c'est Simon qui a l'air d'avoir une meilleure dynamique en ce moment. Mais bon, je trouve qu'en fait, chez UAE, je trouve qu'il y a moins de support en montagne que chez Visma. Il y a Sivakov, il a fait un bon une bonne début de saison, mais après il est tombé malade, et depuis, j'ai pas l'impression qu'il ait énormément vu.
il a fait moins de coups d'éclat qu'avant. Et pour Vingegaard, en fait, quand on voit la masterclass qui s'est passée sur le Giro, on se dit que tactiquement, quand même, il y a un petit avantage pour Visma. Après, j'ai l'impression qu'avec ces deux gars-là, en fait, les équipes, ça veut pas dire grand-chose non plus, en fait, parce que s'ils ont décidé de lâcher tout le monde, ils lâcheront tout le monde. Et je suppose que pour Pogacar, en fait, il y aura cette tactique de vouloir isoler Vingegaard, en fait, assez rapidement. Et en fait, je pense que Pogacar va pouvoir assez facilement se débarrasser des équipiers de Vingegaard, malgré leur niveau. Enfin, on voit ce qui s'est passé sur le Dauphiné. En fait, on s'est retrouvé vraiment sur des duels pur sang, quoi. Adri? Disons qu'il y a, je trouve que les forces sont de manière générale plutôt équilibrées. Les deux équipes sont quand même monstrueuses, complètes aussi parce que t'as des gars qui vont rouler quand c'est moins dur, t'as des super grimpeurs qui peuvent faire le tempo, un tempo que seuls 4 mecs dans le peloton peuvent suivre. T'as des gars qui vont pouvoir attaquer et prendre de l'avance pour éventuellement faire un relais. Même si je pense que c'est plus la Visma qui sera dans cette stratégie-là, parce que de toute façon la stratégie UAE, c'est on roule comme des brutes, on met Pogacar en orbite et puis il s'en va. Du coup, voilà, je pense que l'UAE a quand même un léger avantage avec la présence d'Almeida. Almeida, il est juste monstrueux cette année, et par rapport à un Matteo Jorgensen qui est lui aussi très très fort, hein, et puis qui fait une super saison, mais voilà, peut-être qu'on l'attendait à peine plus tranchant sur le Dauphiné. Almeida, il a fait que des courses où il était leader, mais c'était un peu mais justement, c'était un peu le deal. C'est le problème. Moi, je trouve on peut pas dire je trouve que Almeida, on peut pas dire qu'il a été monstrueux cette année, alors qu'il a pas eu la concurrence que beaucoup ont eu il a visé les courses par étapes où il y avait personne. Du coup, il est fort, je suis d'accord, mais vas-y. Non, mais après, pour moi, arriver à enchaîner ces victoires, Tour du Pays Basque, Tour de Romandie, Tour de Suisse. Alors oui, c'était pas là où il y avait la plus grosse concurrence, mais c'est aussi la stratégie du AE pour le mettre pour être sûr qu'il soit à 100% équipier. Il sera à 100% équipier, et moi je le vois vraiment, très 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 costaud là-dessus. Et après, il va sûrement être utilisé pour rester avec Pogacar. Je pense que Jorgensen, il va peut-être être plus utilisé dans un rôle de on y va à l'avant, on propulse, on propose quelque chose, on est offensif. De toute façon, il n'y a que comme ça que la Visma peut battre Pogacar. Là-dessus, eux, ils seront un peu meilleurs, mais ça dépendra des tactiques. Donc voilà. Mais moi, je pense que, tu vois, dans les 3-4 derniers qui seront dans le groupe de tête, Almeida, il sera là. Hein. Très bien. Moi, je le vois favori au podium, donc sans me mouiller. Eh ben écoutez, moi je resterai sur un avantage Visma. Alors pourquoi ? Déjà, je pense que Joao Almeida et Jorgensen, ça se vaut de ouf, parce que en fait, la seule fois où ils sont affrontés tous les deux, il y en a un qui a gagné Paris-Nice et l'autre, voilà, si je dis pas de bêtises, il me semble pas qu'ils aient été opposés sur d'autres. Il a fait 6ème Paris-Nice. Ouais, c'est ça, il s'est fait. Mais sur les autres, il me semble pas que Jorgensen était là. Et du coup, je pense qu'en vrai, intrinsèquement, je suis assez d'accord. Almeida, il est en grande forme et tout, mais pour le coup, au vu de la tronche du Tour de Suisse, tu vois, je me dis s'il y avait Jorgensen dessus, je suis pas sûr qu'Almeida l'aurait battu. Mais bon, ils étaient pas les deux là, donc voilà. Par contre, il y a un truc, et ça, je trouve que ça fait plusieurs années qu'on le voit. On l'a de nouveau vu sur le Giro, et on l'a vu sur les années précédentes, notamment sur le Tour. Il y a une équipe et il y a un groupe dans lequel on a additionné des gens qui courent pour le cycliste ultime, qui est Tadej Pogacar et qui roule sur tout le monde, mais qui pour moi font pas du tout équipe.
Et la Visma, c'est une équipe qui est là depuis des années. Les gars, ils connaissent leur place, ils roulent les uns pour les autres. Ils ont peut-être, pour moi, un des meilleurs équipiers de tous les temps en lieu et place de Wout van Aert. Et je dis ça alors qu'en fait, il y a aussi Sepp Kuss qui, pour moi, est aussi un des meilleurs lieutenants de tous les temps, pardon. Leur équipe, au niveau de l'équilibre, je pense qu'ils ont à peu près les mêmes forces en présence des deux côtés. Mais ce côté groupe, équipe, on sait pour qui on doit se mettre à la planche, etc., etc. Je pense qu'on le retrouvera plus chez Visma, alors que pour moi, chez UAE, on a additionné des talents qui, comme tu le disais, Adri, ont juste pour objectif de balancer Pogacar dans les meilleures conditions. Et après, je pense même que individuellement, cette année, Jorgenson, Almeida, pour moi, ça se vaut. Les frères Yates, il y en a un qui sort victorieux du Giro et l'autre plutôt aux fraises. Donc, est-ce que ce sera la même chose sur le Tour ? À voir. Et puis après, oui, c'est un peu maigre en termes de grimpeur pur, j'entends, alors que, bon, on ne sait pas quel niveau il aura, mais il y a quand même encore Sepp Kuss chez Visma Iseback, et Sepp Kuss, c'est quand même un mec qui te fait gagner des grands tours normalement. Donc voilà, c'est en montagne peut-être ce qui se fait de mieux, sur les 5-6 dernières années en termes de lieutenant de montagne. Donc j'aurais tendance, pour moi, en tout cas, à mettre avantage au niveau de l'équipe sur Visma Iseback. Et encore une fois, si tant est, mais ça, on va en parler juste après, que le fait d'avoir une meilleure équipe serve réellement. Hein, parce que... Et d'ailleurs, je veux bien ouvrir la question aussi là-dessus, messieurs. Je veux bien votre avis. Moi, je me demande si Vingegaard, aujourd'hui, quand il voit... Parce que Pogacar, on est d'accord, son but, c'est d'isoler Vingegaard. Lui, il se fait mettre sur orbite et il en met une. Moi, je me demande si... Franchement, et j'espère que c'est ce qu'il va faire Vingegaard sur ce tour... Quand Pogacar mettra son énorme pépite, pour moi, on l'a vu là, alors, on ne sait pas quels seront les états de forme sur le Tour de France, mais rester dans la roue de Kuss, juste pour dire Kuss t'amortit l'attaque, on reviendra pas dessus avec Kuss, on est d'accord, ça y a pas de souci, mais de toute façon, Vingegaard, il pourra pas suivre une attaque de Tadej Pogacar, il peut pas, il y arrive pas, enfin, Pogacar, il y arrive plus. Non, mais à l'époque, il y arrivait. Ouais, mais même à l'époque, il y arrivait, et même pas, je sais pas si tu te rappelles. Les tours que Vingegaard y gagne, Pogacar, il arrive pas à le décoller de la roue. Mais si, gros, il y a 2 ans, il y a 2 ans, il y a 2 ans, on voit, ça doit être l'étape que gagne Rodriguez, si je dis pas de bêtises. Pogacar, il part devant dans cette côte, on se dit ah bah voilà, ça y est, Vingegaard il tire la langue depuis un moment et tout. C'est une étape alpestre, je sais plus laquelle c'est, ça doit être c'est une le coup ou de la deux moto. étapes avant. Ils passent, ils sont freinés par les motos sur le haut. Tu vois, c'est Rodriguez ou c'est Gal qui gagne l'étape, c'est là. Non, c'est Rodriguez, ça arrive en descente, ils arrivent à Morzine, voilà. Je crois. Mais avant, dans la montée, il y a ce truc où Pogacar, il part, il met vite 10, 15, 20 secondes à Vingegaard, où il plafonne à 10, 15 secondes, là, et on se dit, moi, à ce moment-là, je me dis, bon, bah voilà, ça y est, on l'attend depuis un moment, Pogacar est devant et tout, il va aller la gagner, et Vingegaard, il est derrière, il est au train, et là-dessus, il se fait taper sur une accélération, et tout ce tour-là, à part la première, qui d'ailleurs est la deuxième étape, je crois, dans laquelle Vingegaard va prendre du temps, sur toutes les autres, à chaque fois que Pogacar il démarre, que ce soit à l'arrivée pour prendre 5-6 secondes, enfin voilà, ou quand il en met, Vingegaard, il est en galère. La seule année où vraiment il le suit, c'est sur la deuxième partie de tour, sur le premier tour qu'il gagne, lorsqu'il est maillot jaune au Granon, où derrière Pogacar, il va attaquer tout feu tout flamme, et là, Vingegaard, il est capable. Mais vraiment, quand on les a vus tous les deux à la bagarre, Vingegaard a toujours eu beaucoup de mal à suivre les démarrages de Tadej Pogacar, et je pense que là, vu qu'il en a encore plus aujourd'hui, parce que Pogacar a l'air encore plus fort à ce niveau-là, pourquoi ne pas se dire, je sais pas, de toute façon, il est parti. Alors, sauf s'il se sent capable de le suivre, hein. S'il se sent capable, bien sûr, tu restes pas dans la roue de Kuss. Mais moi, je pense que l'atout de Vingegaard, tu le disais Lolo, ça va être de pouvoir éponger un peu, notamment sur des ascensions longues, plutôt que de faire le train à Pogacar et de se faire sauter, comme on l'a vu l'an passé dans les Pyrénées. Je préférerais voir un Vingegaard utiliser justement la grosse équipe qu'il a en disant bah laissons-le partir, nous on roule derrière à un rythme soutenu, au pire les équipiers vont péter les uns après les autres, et une fois que je serai moi à l'allure à laquelle je peux tenir, j'y vais comme ça m'évite plutôt de le suivre et de finalement finir dans la pampa 10 mètres plus loin et d'avoir mes équipiers qui sont complètement à la ramasse. Je veux bien votre avis sur cette question. Après moi, tu vois, genre Kuss depuis sa Vuelta 2023, c'est quand même compliqué. Hein. Alors oui, sur le Dauphiné, il part un peu devant, mais ça sert presque pas à grand chose en fait, parce que derrière. Vingegaard, il est pas capable d'attaquer et de lâcher Pogacar. Moi, là sur la stratégie que tu dis, je pense que c'est juste si Pogacar t'arrives pas à le suivre, en fait tu le revois plus.
S'il fait pas de conneries devant, comme j'oublie de m'alimenter et puis je me fais rattraper, comme c'était au Lioran l'année dernière, où il y a eu ça. Mais sinon, enfin, en fait, voilà, moi pour mon avis général sur la question, c'est que moi je vois quand même Pogačar beaucoup plus fort, sur ce que j'ai vu il y a 2 semaines là sur le Dauphiné. Je me base peut-être un peu trop sur le Dauphiné, mais en tout cas pour juger la forme du moment, sachant qu'il a fait toute la saison de classique avant, il a pas, fait non plus, la prépa d'altitude qu'avait fait avant, Vingegaard. Heu, il aura aussi bossé sur son mois de juin, voilà. Moi, en termes de forme et d'utilisation de l'équipe, en fait, enfin, juste, je pense qu'il est trop fort, en fait, et que tu as beau, mettre, je sais pas qui, devant, faire rouler, Jorgensen ou autre, au taquet, en fait, il y a un moment, le problème dans ce sport aussi, des fois, c'est que quand tu as quelqu'un qui est vraiment trop fort, c'est compliqué de le contrer s'il fait pas de conneries. Bah, en gros, la tactique que tu expliques, c'est en gros, Poggi attaque et tu le gardes à 15 secondes avec des équipiers derrière, mais sans qu'il creuse le Mais tu peux trou. pas. Et après, tu l'exposes sur les chronos. Bah, C'est, enfin, je pense Il y a que pas un si équipier du qui est mal à le voir. capable d'amortir. Il y a Bah- pas un équipier qui est capable de garder Poggi à 30 secondes, à 20, à 15 secondes. Bah, s'il Impossible. le fait pendant 1 kilomètre, c'est suffisant. Si t'as 2-3 je mecs pense qui pas. sont capables de le faire, ils le font pendant 1 kilomètre, 1 kilomètre et demi, et après, de toute façon, Ouais, Vingegaard, mais, il va rester à 20 secondes derrière Pogačar. Enfin, je veux dire, s'il arrive Non, pas à mais- prendre la roue tout de suite, il y mais arrivera 20 pas. secondes, c'est énorme. Non, mais il restera pas Ouais. à 20 secondes. Enfin, pareil, sur le Dauphiné, tu vois qu'il creuse. Et puis, sur l'étape de Valmener, là, quand il passe sur les pentes du Télégraphe, il fait le dernier kilomètre, tranquille. C'est pour ça qu'il y a pas beaucoup d'écart. Il ose même pas l'attaquer sur l'étape du Mont-Cenis. Et puis, le jour où vraiment il veut faire la différence, enfin, c'est juste qu'il gère son avance après, quoi. Mais, en fait, pour moi, il a fait qu'une étape à fond, Pogačar. Et peut-être le chrono, mais là il était limité, mais c'est autre chose. Mais Moi, je vois pas comment. je pense que cette stratégie, elle est viable, pas que sur les chronos, en sachant aussi que Pogačar, clairement, aujourd'hui, alors oui, il progresse d'année en année, hein, on est d'accord. Pour moi, ça reste le coureur qui, sur 3 semaines, peut avoir une craquante monumentale. Et l'an dernier, il l'a pas, mais Oui, comme mais tu bah, dis, c'est parce que il fait aussi une erreur. Et je reste aussi persuadé que sur 3 semaines de course pleine, Vingegaard, en forme, hein, je veux dire les deux en forme et tout, est un coureur qui récupère mieux et qui est mieux en 3e semaine que l'est Tadej Pogačar. Et je pense sincèrement que si tu prends le profil des deux, alors oui, c'est clair que sur un Dauphiné là où il t'a 7 étapes, voilà, dont ce qu'on disait sur le parcours. et que t'as un côté où t'es plus en forme, oui, t'es plus avantagé. Je pense qu'intrinsèquement les deux, donc même au-delà de l'équipe et même par rapport à la forme actuelle, je pense que le Dauphiné, on peut en avoir comme enseignement que Pogačar il est prêt, mais est-ce que quelqu'un avait des doutes ? Bah pas grand monde, d'ailleurs on l'avait un peu dit après le chrono, en vrai ça s'est passé comme ça sur le chrono, mais ça veut pas dire grand-chose, et d'ailleurs dès le lendemain, ou sur le lendemain, il remettait les points sur les i. Je pense par contre que Mais sur... du coup, le Dauphiné, c'est remise en forme pour Vingegaard. Ou tu penses que c'est ça? Pour moi, Vingegaard, c'est pareil. Vingegaard, en vrai, dans une saison, alors oui, on l'a vu plus en forme sur les débuts d'année et tout, mais il a toujours été friable sur les courses avant le Tour de France. Et faut pas oublier, alors l'an dernier, c'est vraiment tronqué parce qu'on se rappelle quand même qu'il prend le départ, mais il y a encore 10 jours avant le départ, on n'est pas sûr qu'il soit là. Et on n'est pas sûr qu'il soit là en mode je me suis pété le poignet, on n'est pas sûr qu'il soit là. Le mec avait un pneumothorax, il est sorti de l'hosto, enfin, il a failli mourir. L'année dernière, c'était n'importe quoi. C'est grave ce qu'il a eu. Enfin, je veux dire, et sans dire que la fracture sur Liège du poignet de Tadej Pogačar, c'était pas grand chose, c'est pas les mêmes blessures pour arriver en état de forme sur le début d'un grand tour de 3 semaines. Donc, par contre, sur les années précédentes, à chaque fois, Vingegaard, sur ses prépas, c'est jamais un coureur qui écrase 100% la concu sans être friable. Bah, Quand même, attends, de Dauphiné 2023, il écrase la concurrence. Ah oui, il n'y avait pas Pogačar. Oui, mais il n'y avait pas Pogačar là. Enfin, je veux dire, Vingegaard, il fait le même Dauphiné, il écrase la concu aussi. C'est ça que je veux dire. Pogačar, le seul moment où il démonte, Vingegaard, le seul moment où il démonte Pogačar, c'est sur des courses de 3 semaines, CF le Tour de France. Ah oui, et c'est tout. Sûr tu vois, donc je veux dire, sur une semaine, oui. On se basait là-dessus. Pour moi, c'est trop. Sur l'état de forme du moment, le Dauphiné, pour moi, m'a pas apporté assez de réponses.
Ouais, mais le Dauphiné, t'as vu les dernières étapes du Dauphiné, c'était vraiment de la haute montagne où c'était vénère, quoi. Bah Donc, oui, mais c'était on- une semaine et c'était dans des programmes, je pense, de forme, de courses, de machin, où on sait que Pogacar, il est capable de courir toutes ses courses à fond, toute l'année, peu importe le moment, et que Vingegaard, clairement, c'est pas le cas. Donc pour moi, bien sûr que je mets un avantage Pogacar sur la forme actuelle, parce que Vingegaard, ça fait 1 an et demi depuis sa grosse blessure, qu'on l'a pas revu briller comme il avait pu l'être avant, enfin brillant comme il avait pu l'être avant plutôt. Mais par contre, je me dirais pas, le Dauphiné c'est bon, ok, all-in, y a pas de souci, le gars il est vraiment trop fort, Vingegaard peut rien faire. Moi je suis pas ultra inquiet après ce Dauphiné. Je suis pas rassuré, mais je veux dire, j'ai pas vu non plus un truc où je me dis, enfin voilà. Je pense que c'est sûr que moi, je sorti suis assez inquiet, hein, personnellement. Ouais, bah vas-y, je t'en Je prie. trouve qu'il y a de quoi s'inquiéter. Moi, je trouve que sur les ascensions, etc., il y a un truc où, en fait, Pogacar, il avait l'air d'une facilité par rapport à Vingegaard, où, d'accord, ils sont sur deux planètes différentes, mais il y a quand même un écart entre Vingegaard et Pogacar, quoi. Enfin, à part sur le chrono, il y a aucun moment où Pogacar, il a été inquiété par Oui, mais Vingegaard. Poggi, il a Aucun. toujours l'air facile en montagne, les gars. Je vous rappelle qu'il faisait des coucous juste avant la montée du Gradon en mode YOLO, tout va bien. Ce mec, il a toujours l'air facile jusqu'au moment où il pète. Donc qu'il ait été ultra facile dans ces montées-là, ça m'étonne pas du tout. Après, moi, il y a un truc qui m'a interpellé sur le Dauphiné, c'est j'avais rarement vu Vingegaard lâcher aussitôt comme ça et prendre un éclat rapidement. Il y avait eu un petit peu l'année dernière, notamment c'est vers le plateau de Bay, où à un moment Pogacar il met un contre absolument monstrueux et puis derrière il y a plus personne. Mais voilà, on a rappelé les conditions dans lesquelles Vingegaard est arrivé sur le Tour l'année dernière. Je pense que cette année, il est censé être quand même plus en forme. Alors oui, certes, c'était pas le Tour, c'était un mois avant, mais à un moment, je me suis presque dit, mais en fait, c'est Pogacar, il est en train de gagner la bataille mentale aussi. Et est-ce que finalement, Vingegaard, il se dit pas au fond de lui, en fait, c'est juste, je peux pas le battre, quoi. Je vois pas ce qui pourrait le rassurer et le mettre dans un état d'esprit conquérant. Enfin, c'est pas en mode je l'ai battu il y a 2 ans, il y a 3 ans. Ouais, mais le contre-la-montre, mais il y a quoi comme contre-la-montre sur le Tour qui vont faire la différence? Enfin, c'est pas ça qui va faire la différence. Ça va mettre les C'est comme ça qu'il gagne positions. tout le temps, hein. Le dernier tour qu'il gagne, Vingegaard, c'est sur le contre-la-montre où il expose tout Oui, le mais monde. il n'est pas placé pareil là. Ils arrivent tôt les chronos. Oui, mais tu vois, t'imagines, il fait un énorme trou à un moment sur le chrono, là, les 10 km de montée, il gagne 1 minute, un truc comme ça. C'est pareil, moi, sur un chrono de 10 km qui arrive au milieu de deuxième semaine, vu ce que j'ai vu sur les ascensions et sur les cols là, enfin, moi je serais très surpris que Vingegaard il mette plus d'1 minute à Pogacar, quoi. C'est ouais. Moi je sais pas, pour moi il y a rien qui me permet de dire que il y a quelconque avantage, voire espoir pour Vingegaard. Avantage, Vu la physionomie. avantage, je te rejoins, Adri. Ok. T'as raison. Avantage, on peut pas dire après ce qui s'est passé sur le Dauphiné, dire il faut pas s'inquiéter pour Vingegaard. Je sais pas si ce serait les bons termes. Par contre, clairement pour moi, Il y a des motifs d'espoir. non mais le Il y a des Dauphiné, tu motifs vois, d'espoir. il y a plein de trucs où déjà le fait que Vingegaard il suive pas plus que ça au bas. Alors oui, je pense que sur l'étape à Combloux, il suit pas parce que clairement il peut pas. Je pense que les jours d'après, le mec, oui, s'il pouvait suivre, il serait derrière. Ça, il y a pas de souci, il le ferait. Mais par contre, il bosse peut-être aussi mieux en faisant ce qu'il a fait là, plutôt que d'essayer de suivre et puis de prendre un éclat et de finir méga loin et tout. Et je pense que le Dauphiné, Vingegaard, il avait pas couru depuis Paris-Nice, si je dis pas de bêtises, au moment où il avait eu sa Como et Ouais, c'est ça, voilà. c'est ça reprise. Ça faisait 3 mois, je crois. Donc le gars était pas Ouais. monté sur un vélo en course avant ce moment-là. Ça faisait entièrement partie de sa prépa. Et par contre, de dire qu'il a pris un avantage psychologique plus que ce qu'il avait déjà sur Vingegaard, pour moi non. À la fin de ce Dauphiné, on est exactement dans la suite de ce qui s'est passé là, c'est-à-dire on savait en fait, parce que finalement la seule course par étape sur laquelle ils se sont affrontés d'une semaine avant celle-là, c'était Paris-Nice il y a 2 ans, si je dis pas de conneries. Et Paris-Nice il y a 2 ans, c'est pareil, Vingegaard il prend tempête contre Pogacar, alors peut-être pas autant que là, mais
Et Godu, tu vois, et on est quand même là en mode genre, waouh, vas-y, c'est chaud et tout. Et d'ailleurs, quand on est au tour, au début, quand on en parle, on dit, rappelez-vous Paris-Nice, putain, Paris-Nice, c'était chaud, les seules fois ils se sont affrontés, c'était Paris-Nice. Et voilà, et moi, je pense c'est pas les mêmes ascensions, hein, Paris-Nice. Ouais, non, mais ça, on est d'accord, mais je pense malgré tout pas que ce Dauphiné ait réellement donné un avantage psychologique supplémentaire à Pogačar par rapport à ce qu'il avait déjà. C'est sûr que ça n'a pas inversé les courbes. Vingegaard, il repart pas de ce Dauphiné en disant c'est bon, tranquille les gars, je l'ai là, c'est sûr. Pas du tout. Mais par contre, pour moi, il repart pas en mode ah ouais, putain, il est vraiment imbattable. Non, il savait. Pour moi, il repart en se disant bon bah ok, l'autre en face, il va être aussi fort que d'habitude. Bah nous, faut qu'on soit au niveau. Et du coup, messieurs, je pense que ça nous permet d'arriver sur notre dernière section, puisqu'en fait, on est tranquillement passé sur l'état de forme actuel en parlant de ce Dauphiné. C'est bah du coup, qui est-ce que vous voyez s'imposer entre les deux à la fin de ces 3 semaines de Tour de France à Paris? Eh bien, de toute façon, Adrien, on connaît ta réponse. Bah, moi, puisque je vous ai dit. Adrien nous dit Vingegaard, c'est sûr. Hein, c'est ça, clairement. Bon, pour moi, Pogačar restera au-dessus. Est-ce que tu veux rajouter un petit argument final, voilà, histoire de finir d'enfoncer ce calibre dans la pierre? En fait, je pense qu'il est beaucoup plus juste. Moi, j'ai l'impression qu'il est devenu beaucoup plus fort que Vingegaard. Que la progression depuis 2 ans des deux coureurs est nettement à son avantage. Très bien. Lolo? Je pense qu'en fait, c'est compliqué de comparer sur les 2 dernières années parce que justement, il y a eu ces problèmes de blessures chez Vingegaard. Et cette année, ça ne dérange pas la règle. Et je pense que Pogačar, on n'a pas encore vu un Vingegaard à 100% depuis un moment. Et je pense qu'on verra pas un Vingegaard à 100% cette année. Donc, je pense que Pogačar va gagner ce tour. Mais je trouve ça super dommage que on n'arrive pas à avoir un Vingegaard avec un état de forme sans blessure, etc. Je sais pas si c'est des excuses que je me crée dans ma tête pour me dire mais un jour il reviendra à son niveau, mais de ce qu'on a vu, Pogačar, il a l'air d'être en ultra forme, quoi. Eh bien, écoutez, moi je vais partir sur la grosse cote. Comme vous pouvez vous en douter. Non, mais et avec en vrai des arguments dans lesquels je crois vraiment. Peut-être que voilà, l'année prochaine, j'aurai pas les mêmes arguments parce que je me dirais bon bah oui, voilà, c'est sûr, comme t'as dit, Adri. En fait, ça y est, Pogačar est devenu beaucoup plus fort que Vingegaard. Je me base sur Vingegaard, c'est un coureur de grand tour sur 3 semaines. C'est un mec qui est bon sur 3 semaines. Cette année, en effet, il a de nouveau subi des blessures, mais pour moi, elles sont moins graves que l'an passé, et là, il a eu sa prépa. Et je pense que le Dauphiné, c'est partie intégrante de sa prépa. Et enfin, je reste persuadé, et on l'a encore vu l'an passé, t'as dit l'arrivée tout à l'heure, Adri, l'étape du coup où Vingegaard revient sur Pogačar et le bat au sprint même, enfin un truc impensable, le Lioran, pardon. J'avais encore Combloux qui me tape dans les tempes depuis tout à l'heure, mais c'était pas là. Dans le Lioran, on a encore vu que Pogačar, c'est le mec qui est dans une étape, alors là c'était au Lioran et tout tant mieux, hein. Et puis Vingegaard l'an passé, il avait clairement pas ce qu'il fallait pour aller tester Pogačar sur une étape où il aurait été moins bien. Mais Pogačar, c'est le mec qui peut avoir sa craquante et qui pour moi sur 3 semaines est moins régulier qu'un Vingegaard. Alors oui, clairement, si je devais miser ma maison, messieurs, je la miserais pas sur Vingegaard, je la miserais plutôt sur Pogačar. Je préfère être honnête avec vous. Mais par contre, dans cette histoire de feeling et de me dire si je mets les trucs bout à bout, j'ai envie d'y croire, je pense sincèrement que Vingegaard peut gagner ce Tour de France. Je pense sincèrement que le Vingegaard du Dauphiné, et j'espère que je me trompe pas, sinon je pense que le Tour va être moins fun, que le Vingegaard du Dauphiné, ce sera pas le Vingegaard qu'on aura au Tour de France, et je pense, j'espère, qu'on va être surpris par son état de forme qui sera bien supérieur et qui lui permettra d'aller matcher Tadej Pogačar et de nous proposer, comme certains ont pu le mettre dans les commentaires de la dernière vidéo qu'on a sortie sur les 3 étapes où le Tour allait se jouer, de matcher et de nous offrir un duel épique, quoi. Parce que je pense que clairement, ces 2 mecs, si on les a full état de forme, on peut rêver pendant 3 semaines devant la téloge, quoi. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut encore dire un mot, ou est-ce qu'on passe motif d'espoir à nos boulettes enflammées? J'ai bien dit fire boulette. On peut passer aux boules de feu, ouais. Allons, aux boules de feu. Ouais. Alors, la première. Bon, je sais qu'on va tous dire que ça vaut pas le coup d'en parler, mais bon, on le fait quand même pour nos amis belges. Non, je rigole, ne vous étouffez pas avec vos frites. Remco. tu vas te faire des potes, toi, encore. Non, mais juste, je voulais vous dire, en vrai, par rapport à nous, voilà, on sait que tout le monde n'est pas toujours ultra respectueux, mais c'est
pas grave, mais par contre, soyez respectueux entre vous dans les commentaires, c'est quand même plus cool. Quand vous avez pas les mêmes avis et que vous débattez et tout, vous voyez, même nous, on n'a pas toujours les mêmes avis. Bah, c'est fou, en fait. On peut quand même pas avoir le même avis sur un truc et débattre calmement et se dire qu'on n'est pas d'accord. Sans Donc, s'insulter. voilà, c'est ça, essayer de garder. Sans s'insulter, incroyable. Parce qu'on sait que voilà, le tour peut drainer parfois des personnes qui sont un peu éloignées du vélo et qui là débarquent et arrivent enflammées avec des codes. Peut-être d'autres sports où ça dérange pas de s'insulter et tout quand on n'est pas d'accord. Essayons de garder un bel état d'esprit dans les commentaires. Et donc, parlons de Remco. Remco, troisième évident, point d'interrogation. Vous avez 30 secondes. Pour moi, tu veux y aller peut-être parce que j'ai commencé à parler. Vas-y Loïc, j'ai commencé à parler avant. Non, vas-y. Bah, moi, je trouve que c'est troisième, pas évident. Hein. Je pense que vu de l'état de forme qu'il a eu et aussi vu des blessures qu'il a eu, bah, on l'a vu sur le Dauphiné et il a pas couru depuis un moment. Je vois pas. Soi-disant, il est aussi bien préparé et il est mieux préparé que l'année dernière, mais j'ai l'impression que c'est plus de la com qu'autre chose. Au vu de l'équipe qu'il a, etc. Je pense que c'est pas avec un pareil peintre en plus que tu vas. Enfin, il a fait troisième tout seul l'année dernière, mais avec une forme olympique, c'est le cas de le dire. Et cette année, j'ai l'impression qu'il n'y a pas cette forme olympique, donc ça va être plus compliqué. Il y a la concurrence qui va toquer. Adri. Pour moi, logiquement, dans les favoris et la très short list du candidat au podium, il a quand même fait troisième l'année dernière, largement quand même devant le reste de la troupe. Hein. Il faut rappeler qu'il a 10 minutes d'avance sur le quatrième. Je pense que son état de forme va encore s'améliorer. On sait que c'est quelqu'un qui peut pas être affûté à un poids de forme de grimpeur pendant des semaines et des semaines. Il faut pas oublier non plus que son Dauphiné de l'année dernière était beaucoup plus mauvais que celui de cette année. Donc franchement, ouais, je pense que s'il est pas sur le podium, il sera vraiment pas loin du tout. Voilà. Bah écoutez, moi je pars sur J'y crois. Pour moi, c'est le favori à cette troisième place déclaré. Je le vois pas aller titiller les deux premiers devant. Hein, on l'a vu, il est encore une classe en dessous. Alors à moins qu'il y ait une blessure ou autre de la part d'un des deux dont on vient de parler, pour moi Remco troisième, j'achète, pas de souci. Messieurs, un Bora et on va dire Lipovic ou Tonton Primoz. Alors Lipovic. Moi je le trouve très impressionnant depuis le début de la saison. Il fait une grosse montée en puissance. Sur le Dauphiné, on a vu des très très grosses qualités de grimpeur. Vu les quelques étapes qu'il faudra se taper sur le Tour, il faudra quand même être un très beau grimpeur. Après, reste à savoir quelle liberté il aura avec la présence de Roglic. Mais franchement, je pense que ce serait une erreur de brider Lipovic. Et moi, je pense que voilà, sur Remco, j'étais pas à 100% en mode il va faire troisième parce qu'il y a Lipovic. Et selon moi, ça reste une surprise. Il y a vraiment une montée en puissance chez ce coureur qui est intéressante. Donc voilà, j'ai déjà été plus long que 30 secondes, donc je vais passer la parole. Un duel de génération, moi je veux dire. Je trouve que Tonton Primoz, il a fait un Tour de Catalogne qui était impressionnant mais j'ai l'impression qu'avec son Giro, il sera peut-être fatigué. Il est à nouveau tombé des milliards de fois. Va falloir remettre des petites roulettes. Et Lipovic toque à la porte. Et sur le papier, avec cette équipe qui est rutilante, moi j'ai envie de dire qu'il y aura un duel interne et au bout de la deuxième semaine, il y aura une décision qui sera prise. Et je pense que cette décision, elle ira vers Lipovic. Alors messieurs, vous allez dire que je fais du lobbying pour Tonton Primoz et vous avez raison. Qu'est-ce que Primoz ne fait pas le mieux dans une saison si rater son objectif principal et revenir un mois après en super forme pour gagner la course suivante? Hein? On l'a vu, c'est clairement ce qu'il a fait sur les dernières années. Ah bah c'est quand même son... Voilà, c'est là qu'il brille le plus. Non, alors... Je suis totalement d'accord avec ce qui a été dit, donc je vais aller vite. Lipovic, pour moi, s'il a les jambes, il faut qu'il y aille, il faudra pas le brider. Ce qui m'inquiète plus par rapport à Lipovic, c'est pas tant Tonton Primoz, qui je pense, s'il sent qu'il a pas ce qu'il faut, laissera... voilà, on sait qu'il l'a déjà fait, hein, il l'a déjà fait avec Vingegaard, enfin c'est un mec qui a pas de souci à laisser gagner les autres. Par contre, je me pose plus la question sur des mecs comme Martinez ou Vlasov,
de dire ouais ok vas-y t'inquiète frérot, t'as 6 ans de moins que nous, t'es tout jeune et tout, vas-y on lâche le leadership. Et on parlait notamment de mecs chez UAE qui pouvaient avoir du mal à rouler pour d'autres copains. Je sais pas, je vois très mal Vlasov se mettre à la planche dans un col pour Lipovic, tu vois. Mais ouais, mais après, il faut pas. Tu vois, la stratégie de la Bora, ça va pas être. Enfin, ça va juste être de tenir les trains de la Visma. Ouais, Vous arrêtez de suivre, ouais. Et du coup, je pense pas que non, mais ça a énormément je pensais d'influence. plus, tu sais, si potentiellement un jour Lipovic c'est un peu dans le mal, tu vois, genre si Vlasov est 1 minute Ah derrière oui, Lipovic, qu'un jour Lipovic c'est un peu en dessous, je sais pas si Vlasov il va lui faire vas-y t'inquiète, je te monte jusqu'en haut et tout. Échappé et qu'il Voilà, attend, exactement. Ouais. Ouais, dans ce cas-là, Vlasov. ouais, à voir. Bon, Vas-y Lolo, après, tu voulais ouais. dire un truc sur Vlasov. Lolo, Ah, on a perdu. Ah, Ça attends, capte- excuse-moi, mangé ça par une capte tortue, plus mangé par une tortue. dans le golfe du Mexique, là. Les tortues ont envahi le bateau. Vas-y. Non, c'est bon, vous m'entendez là ou pas? Ouais, t'inquiète. Ouais. Ou c'est. Attends, je sais. Non mais Ouais, tu voulais dire du mal, tu voulais dire du mal d'un Russe et du coup bah voilà, il t'est arrivé ce qu'il arrive à n'importe qui sur internet, tu parles mal d'un Russe, c'est tout. En fait, je suis pris un missile B2 dans la gueule en fait, c'est pour ça. Alors, C'est Poutine qui a appuyé sur le bouton. Vlasov. Bah, moi je trouve que Vlasov, je le vois pas aussi fort que l'année dernière et je pense qu'il sera un peu dans les pâquerettes et qu'il va devoir se mettre à la planche, hein, il aura pas le choix. J'espère également. Donc Bora potentiellement, toi Adri, plus Lipovic que Remco pour la 3ème place. Ouais, je lui donnerais parce que je pense que voilà sur l'école de ce que j'ai vu, voilà. Après, bon, ça reste équilibré parce que Lipovic, il n'y a pas non plus des garanties de dingue en grand tour. Hein. Il fait 7ème de la Vuelta l'année dernière, mais de là à faire un podium sur le tour, on n'est quand même pas sur la même chose. Mais ouais, voilà, moi je mettrais un léger avantage à l'Allemand. Joao Almeida. Bah ouais, aussi, ouais. Moi, pour moi, il y a potentiel podium. Enfin, personnellement, si ça joue sans les équipes cette année, même comme ça, je pense que Joao Almeida, vu de ce qu'il fait comme montée, tu sais, il a besoin de personne, il se met juste à son rythme, et en fait, au bout d'un moment, il commence à rattraper tout le monde. Je pense qu'il peut vraiment aller jouer un podium si Poggi se la joue solo, en fait. Bah, puis surtout que lui, il pourra même limite faire enfin je le vois bien faire le tempo. Il y aura que Poggi et Vingegaard dans la roue. Et puis après c'est Pogacar qui va attaquer, qui va lâcher tout le monde. Et Almeida sera pas au niveau du Danois, mais lui on sait qu'il s'arrête jamais en fait de rouler. Et plus ça va, plus c'est dur, plus c'est long, plus il va vite et il appuie fort sur les pédales. Donc pour ça ouais, c'est clairement ouais. Moi, je Après le sens plus fort Moi qu'Arlipovic. j'y crois pas un seul instant. Je pense vraiment que Almeida sur 3 semaines, c'est difficile pour lui. Et quand je regarde voilà les places où il a pu faire, donc il fait 4ème du tour l'an passé, mais quand je me dis qu'il est que 1 minute devant Mikel Landa, bon, voilà quoi. Sans manquer de respect à Mikel Landa, non mais voilà, enfin je me dis c'est pas incroyable. Et derrière, pareil, sur le Giro, donc c'était il y a 2 ans je crois. Ouais, 2023. Celui de Primoz gagne, il fait 3ème. C'est pareil, quand je vois les noms qu'il y a devant lui, alors oui, il y a Roglic qui gagne, Geraint Thomas qui est 2ème à 14 secondes, lui il est à 1 minute 15. Et la concu sur ce Giro-là, elle était pas folichonne, Remco était parti. Enfin, voilà, je pense qu'en fait, les mecs qu'il y a devant, ou les mecs qui arrivent aujourd'hui, sont meilleurs que Joao Almeida sur un grand tour aujourd'hui. Donc je le vois pas aller chercher malheureusement cette 3ème place, messieurs. Très bien. Carapaz. S'il nous fait un Giro au même niveau, il ira chercher un beau maillot à poids. Ouais, moi je te rejoins, il va être trop fatigué, je pense. Carapaz, je le vois en difficulté, il va être là pour aller chercher son étape et plus un maillot à poids, mais je le vois pas jouer le classement général. Je suis d'accord avec vous, notamment avec l'enchaînement du Giro, qu'il n'a pas été loin de remporter, mais clairement, ouais, je le vois pas faire 3ème du tour là. Carlos Rodriguez, puisqu'il faut toujours parler de nos amis Ineos quand même. Non, j'y crois pas une seule seconde.
Je le trouve Moi non vraiment. plus. Enfin, il est arrivé à un très très bon niveau très jeune, et notamment sur ce Tour de France 2023 où il est quand même quatrième à la veille de l'arrivée, et puis il y a cette chute dans la descente du Ballon d'Alsace qui le fait reculer au classement, et il aurait pu prétendre au podium même sur cette journée-là si ça s'était passé autrement. Et ouais, sa saison dernière a quand même été compliquée, on en attendait plus. Il est voilà, sur la deuxième partie de saison, il est là, mais on le voit pas en fait. Et j'ai l'impression que cette année, c'est la même chose, voire pire. Donc voilà, moi je vois pas ce qui me ferait penser à une belle performance de l'Espagnol. Ouais, moi, je le vois pas du tout arriver au niveau du podium. Un top 10, c'est possible, mais Ouais, au vu même top des 5, plateformes, je ça va vois être pas. compliqué. Mmh. Ouais, moi, c'est top 10. Hein. Enfin, au vu des noms qu'il y a autour, c'est tellement chargé niveau que non, non, pas du tout. Ouais, moi aussi, je trouve qu'on l'a vu très fort très tôt et qu'il a du mal à confirmer et que plus on avance et plus c'est compliqué. Félix Gall. Moi, je l'ai trouvé. Ouais, vas-y. Parce que je réfléchis encore. Moi, je l'ai trouvé podium, non. Je pense que là, on a un peu quitté les potentiels podiums, mais je trouve qu'il peut vraiment aller chercher un top 5 s'il est très fort. Ce qu'il faudra faire gaffe, c'est les chronos. Le chrono à Caen, justement, ça va être un peu compliqué pour lui. Mais comme c'est en début de tour, il pourra se permettre de perdre un peu de temps pour aller le rechercher quelque part d'autre. Et puis, moi, je trouve qu'il a pas. En fait, si il a pas montré grand-chose. Son Paris-Nice, il a été très décevant. Euh, je sais pas, ça dépendra aussi beaucoup comment il sera entouré. Est-ce qu'il y aura un Paul Seychelles sur le Tour de France ou pas Non, il sera pour pas. l'épauler ou pas? Non. Il sera pas là. Non, il faut surtout pas. Je sais. Non. Bah déjà surtout pas. Il sera pas. Non, je crois que vraiment non. Non, il est pas Non. annoncé, il a dit qu'il Du ferait coup, pas. je sais pas. Je trouve qu'il sera difficilement bien entouré pour aller chercher une étape, oui, mais sinon, le général, il a toujours été un peu faiblard je trouve que sur le général. Ouais, je suis d'accord, je le trouve très inconstant, moi. Et si déjà il va chercher une étape, c'est beau. Je Et suis c'est peut-être ce d'accord qu'il aurait avec intérêt à vous. faire. Félix Gall pour un podium, non. Ben O'Connor. Non, Non. non plus. Pareil, je pense que sa Vuelta de l'année dernière, c'est un trompe-l'œil. Et pour moi, il est pas du tout au niveau des gars dont on a parlé avant. Excepté, enfin, je le vois plus dans un registre à la Félix Gall, quoi. Mais non, pour moi, trop limité quand tu vois enfin, on a parlé du plateau du Tour de Suisse qu'on trouvait pas dingue. Bah, du coup, lui, il était pas, enfin, il était pas au. Il finit 7ème. Oui, Ouais. voilà, il était pas au niveau, clairement. Donc du coup, non, je vois pas du tout O'Connor faire un grand Tour de France. Eh ben moi, vous voyez, Je sais pas si on l'a. c'est un bon coureur de tour et je trouve qu'il arrive toujours à magouiller un truc pour être bien placé. Alors podium, ça va être dur, mais par contre, je le vois large dans le top 10. Ouais, bah, c'est Oui, ses top échappées 10 au aussi long pour moi, fleuve mais qui ouais. l'aident. Ouais. Oui, c'est ce Mm. genre de coureur, ce sera pas Mmh. Ouais, forcément la c'est pour pédale dans le sens. dernier col, mais il a ce sens de gars qui arrive toujours à bien se placer. Enfin, tu vois, je veux dire, l'an dernier, on dit sa Vuelta, mais il est quand même 4ème du Giro aussi, l'an dernier, O'Connor. Enfin, c'est un mec sur 3 semaines qui sait quand même bien jouer les coups et tout. Et ouais, non, moi je le vois, même si cette saison pour le moment c'est moins brillant, je le vois bien. Allez, petite pièce, peut-être top 5 même, allez. Je me mouille la nuque, j'y vais. Je le mouille bien la nuque. Hein. Mais pour moi, c'était le meilleur des autres l'année dernière. C'était le meilleur des autres l'année dernière, mais cette année, il a pas montré grand-chose. Il avait du mal à surfer sur la forme de l'année dernière et je trouve que ça a été vraiment une saison exceptionnelle pour lui, mais je le vois pas réitérer l'exploit. Très bien. Pour finir, messieurs, peut-être notre seul français podiumable ou qui pourrait faire quelque chose, c'est Lenny Martinez. Lenny Martinez sur ce Tour de France. Top 10 sable. Top 10 sable, top 5 able, podiumable. Non, top 10 sable pour moi.
Ouais, s'il fait top 10, c'est bien, et top 5, c'est un super résultat. Pareil, hein, il aura 22 ans pendant le Tour, donc c'est très jeune. Pour l'instant, on attend quand même de le voir sur un grand Tour. Enfin voilà, il y avait sa première Vuelta où il avait porté le maillot rouge, mais après c'était un peu plus compliqué. Je crois qu'il avait été pas mal malade aussi. Bon, on revient pas sur le Tour de France absolument catastrophique de l'année dernière parce que son équipe n'a pas su le gérer. Il a fait beaucoup trop courir avant et a peut-être voulu le cramer avant qu'il parte à la concurrence. Du coup, ça va être aussi une. Ouais, on sait pas. Ça va être aussi une découverte de le voir là en position de leader de son équipe. Il a montré de très très belles choses cette année. Je sais pas vraiment s'il va vouloir être focus général tout le long. Parce qu'on a vu quand même qu'en chasseur d'étape là sur le Dauphiné, il avait réussi à faire une super course. Il est vraiment très fort. Donc voilà, moi j'attends pas des trucs de fou de sa part, mais plus une sorte de confirmation où il répond présent, qu'il est avec les meilleurs en montagne et qui montre que dans les années futures, il aura sa chance. C'est peut-être un peu tôt encore pour vraiment s'enflammer. Je trouve que pour l'instant, c'est compliqué de voir Lenny Martinez sur un général. Surtout sur 3 semaines, je le vois aller chercher des étapes, ou comme ce qu'il a fait sur la fin de Dauphiné, aller chercher une étape. Mais pour l'instant, il est un peu trop jeune pour aller chercher du général. Pour moi, c'est un top 10 sable qui peut partir dans des échappées intéressantes. Ouais, allez, moi je dis un top 10 et une étape. Allez, 2, ce serait incroyable. Oh bah ouais, carrément. Si c'est ça, c'est incroyable. C'est incroyable, ouais. Oui. Très bien, messieurs. Eh bien, est-ce que vous voulez donner une dernière pensée, un dernier mot, un dernier petit quelque chose pour conclure cette émission? Une pensée. C'est compliqué là, comme ça. Non, dans le point de philosophie de la course au général. Je pense qu'on a quand même fait un petit peu le tour. À mon avis, il y aura juste, à nouveau Enfin, je pense les 2 premiers largement devant. Après, quelques coureurs qui vont se tenir, et puis il y aura déjà un petit peu comme on a eu les dernières années, des écarts absolument monstrueux sur le 8, 9, 10e au général, et que je crois que le 10e est à près d'une demi-heure l'année dernière. On va se retrouver avec des écarts comme ça. Il y aura plusieurs courses. Et voilà, ce sera toujours intéressant à voir, même si je pense que ceux qui vont batailler pour la 5e place, ils seront lâchés assez tôt et on les verra très peu. Moi, je vous fais une annonce exclusive Radio Fringale. Je pense que Guillaume Martin fera un top 15 sur ce Tour de France. C'est noté. Ok, en tout cas, merci messieurs pour cette belle émission. Mais avec plaisir. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Comme d'habitude, si vous nous découvrez, n'hésitez pas à vous abonner. On avait dit, allez, peut-être 4000 pour le début du tour. En fait, on n'est pas si loin. Hein. Il nous manque un peu moins de 300 abonnés. Donc un peu plus de 300, pardon. Donc voilà, on compte sur vous. Si vous nous découvrez, que vous appréciez ce qu'on fait et que vous voulez nous soutenir, surtout, n'hésitez pas à vous abonner et puis à faire tourner la vidéo, à mettre un petit like, vous connaissez. Et puis dans les commentaires, pareil, n'hésitez pas à débattre. Poggi, Vingy, qui sur le podium en 3e place, etc. On est toujours, nous, très intéressés de vous lire et d'avoir vos avis qui sont pas toujours les mêmes que nous, mais comme on vous l'a dit tout à l'heure, en fait, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'on puisse causer vélo et partager notre passion. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à le faire. Bien évidemment, n'oubliez pas de vous alimenter, car comme vous le savez, la fringale guette. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve tout bientôt pour la toute dernière preview qui sera sur les coureurs qui vont briller lors de ce Tour de France. Prenez soin de vous d'ici là. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci de nous avoir suivis. Ciao, ciao. Salut tout le monde. Ciao, ciao. Gros bisous. Tchuss.